Salut à tous et bienvenue à vous si vous découvrez cet univers où chaque rencontre est unique. Je suis Joy Kirtz et je suis heureuse d'être avec vous ici pour ce troisième épisode de Joyco Events. Je suis Corentin Martina, on est les fondateurs de Joyco Event, le projet dans notre cœur qui vise à mettre en lumière les entrepreneurs et leur histoire. Aujourd'hui, on reçoit une femme extraordinaire, la présidente et fondatrice de l'association Parents Ados et l'auteur du livre Ma guérison. Cette personne est une confidente extraordinaire qui a transformé sa dépression en une force incroyable et s'est donné pour but d'aider toutes les personnes qui n'arrivent pas à recevoir l'aide dont elles ont besoin. Elle n'est pas seulement une femme forte et déterminée à faire du bien autour d'elle, Elle a été aussi médaillée de l'Assemblée nationale pour son travail extraordinaire et sa générosité. Alors salut, moi je suis Céline, je suis la présidente de l'association d'écoute parents ados et j'ai l'honneur d'être interviewée par vous deux et merci infiniment. Donc je sais qu'il y a à peu près 10 ans, vous avez décidé de partir en Thaïlande du jour au lendemain et d'habiter là-bas. On a eu un projet professionnel. Mon mari faisait des vidéos et des interventions avec un drone. Et on a vu un contact intéressant là-bas. Benoît, donc mon mari, est parti en voyage pendant 1 mois et demi là-bas tout seul pour voir un petit peu comment ça se passait, pour voir si c'était possible avec les enfants, pour voir si au niveau du boulot c'était OK, pour pas, on va dire, nous mettre dans l'embarras avec 2 enfants, parce qu'on avait nos 2 enfants à cette époque-là petits, de 10 et 8 ans. Et il est parti, ça a été le paradis, ça a été super intéressant. Il a rencontré des gens vraiment exceptionnels. Et pendant 1 mois et demi, on Ça tout seul. seul. Oui, moi je voulais pas y aller tout de suite. Je lui ai dit, vas-y, on va voir comment ça se passe au niveau de la santé, au niveau des écoles, au niveau du boulot. En fait, va faire une idée de toutes les choses qu'on pourrait avoir besoin par la suite. Et à ce moment-là, si tout est OK, ben boum, on te suivra par la suite. Et en fait, il s'est régalé. Ah, donc il est revenu en France. Oui, il est revenu en France. Il a fini son mois et demi de vacances, on va dire, de recherche. Il m'a expliqué comment ça fonctionnait au niveau des écoles, au niveau de la santé, au niveau des hôpitaux, au niveau du travail. En fait, tout avait été toc, super bien organisé. Il avait vraiment pris des informations au niveau de tout pour 2 adultes et 2 enfants de 8 et 10 ans. C'était pas un coup de tête comme ça, non. Vraiment, c'était réfléchi parce qu'on avait quand même nos enfants à cette époque-là petits. Il m'a dit, voilà, je te laisse quelques semaines, c'est toi qui prends la décision. Et je crois que ça a duré moins d'1 semaine à tout organiser, à tout regarder, à tout calculer. Et j'y ai dit, allez, go, on y va. Si on se plante, c'est pas grave, on reviendra tous les 4, mais ça sera une super expérience de vie pour les enfants, pour nous. Donc du coup, on était en location, on a tout vendu nos meubles, on a tout vendu les choses. Ah oui, vous êtes oui, sans retour quoi. Non, part sans retour. Revenez pas. Non, revenez pas. On a vendu pour avoir un petit peu un cumul d'argent, pour pouvoir vivre avec 2 enfants le temps qu'on pourrait. Quand on a tout vendu, ça y est, on était prêts, on a fait les choses qu'il fallait en France. le fait de partir et après de se dire, si ça ne va pas, on revient. Oui. Mais d'un côté, il y avait plus la maison, Il y avait plus rien. donc, il y avait quand même un point de repli. Est-ce que vous l'avez imaginé avant de partir? Non, quand on est parti, quand on revenait, on n'avait rien. Niveau maison ou niveau repli, après c'est Fini, on n'avait plus rien. On a tout vendu, j'ai tout donné à des associations, j'ai les jouets de bébés de mes enfants, ça a été un déchirement parce que mais je pouvais pas tout garder. En 2 mois, tout était fait. Tu avais les écrits dans ta tête et après tu as dit, allez, c'est bon. Oui, c'est ça. Et là, en fait, c'était une période où il était avant qu'il parte, ou une période où, en fait, on va dire que notre vie, elle était rentrée dans la routine. Et en fait, je pense que la vie, à ce moment-là, nous a permis de se dire, allez hop, allez, on va essayer. Tu es déjà parti en Thaïlande? Jamais. Vraiment la Ouais, la première fois que je prenais l'avion. La première fois que je prenais l'avion. J'étais jamais allée là-bas. Il était allé vivre chez 2 Français qui étaient partis de France, qui avaient fait leur vie avec des Thaïlandaises. C'est une belle expérience déjà pour lui de mettre un pied là-dedans. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, partir 1 mois et demi, il m'a dit,
J'ai dit non, même c'est moi. C'était dur. Non, c'est même moi qui lui ai dit, allez, vas-y, va-t'en, vite. Vas-y, pars. Va-t'en, pars, parce que je veux vraiment ce retour. Entre en vacances. Non, mais vraiment, c'était, tu vois, c'était vraiment le retour d'attendre. Et tous les jours, on attendait Skype avec impatience. Avec le décalage horaire aussi. du Ouais, coup. voilà, ben, on l'appelait la nuit. Donc, tu vois, c'était les petits voyaient. Oh, bon, c'était Vous avez quel âge tes enfants là 8 ans et 10 ans. C'est pas trop dur pour eux? Oh, je crois pas, parce que non, j'ai toujours été une maman très maman, on va dire maman poule, maman, voilà, mes enfants, c'est ma vie, c'est mon sang, c'est ma chair. Donc voilà, mais non, ils étaient pas plus. Le départ pour les enfants, ça s'est passé comment? Mon fils était content parce il aimait parler anglais. Il m'a dit, oh, c'est génial, j'ai parlé anglais. Ma fille, elle a dit, oh, c'est génial, j'ai parlé thaïlandais. Ils étaient impatients. On va aller à la mer tous les jours. On va rencontrer des petites Thaïs. Il fait pas froid. Non, ils étaient heureux. Vous avez posé le pied en Thaïlande? Alors, avant de poser le pied en Thaïlande, ça a été l'avion. Parce que je savais pas ce que c'était l'avion. Et je sais aujourd'hui que j'ai la phobie des avions. Eh ben, bienvenue au club. Ouais, parce que franchement, ouais, ça a été long. Quand j'étais jeune, je voulais être hôtesse de l'air. Ben, je sais qu'aujourd'hui, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu. Mais voilà. Mais on est arrivé là-bas. Oh mon Dieu. Arrêt à Abu Dhabi. Oh, mon Dieu, 40 degrés. Des gens partout, de tous les horizons. Oh, c'était waouh. C'était. Moi, la France, elle n'existait plus pour moi dans ma tête. Ça y est, j'étais partie. J'ai coupé court. La première image que je vois, c'est le Bouddha, tu sais, qui est de toutes les couleurs, que tu arrives à Bangkok. Et je me suis mis devant et limite, je me suis mis à pleurer. J'ai dit, ça y est, on est en vie. On est arrivé en vie parce que l'avion m'avait fait. Voilà. C'était pas bon. Ouais, on est en vie, merci, grâce à Dieu. Et maintenant, on va kiffer, et maintenant, on va profiter. Quand on est arrivé, c'était en pleine nuit. Et en fait, c'est une autre expérience qui est arrivée là, à ce moment-là. Là, on va dire que ça a été la douche froide. En fait, on est arrivé, on n'avait pas mangé à part dans l'avion. On n'avait pas pris le temps parce qu'on était tellement pressés de rentrer qu'on n'avait pas pris le temps d'acheter quelque chose à manger à Bangkok. Ils nous avaient envoyé directement à l'adresse. Donc, on ne s'était pas arrêté à Pattaya pour manger quelque chose. Et en fait, on est arrivé là-bas. Et quand on est arrivé là-bas, en fait, la personne qui devait nous accueillir avait eu un gros accident en moto. Et ça a été super compliqué parce qu'on n'a pas mangé jusque le lendemain midi. Mes gamins avaient faim, c'était pas possible, ils avaient la dalle. Mais bon, on était fatigués, donc on a dit aux enfants, c'est pas grave, on avait des gâteaux, on avait des choses sur nous dans nos bagages. Du coup, on leur a donné ça, on a pris une douche, on s'est endormis. Et le lendemain midi, on est parti chercher à manger dans un petit truc là, où j'ai mangé mon premier komankai. Oh, mon Dieu, j'ai jamais mangé quelque chose d'aussi bon. C'était énorme. C'est le premier repas qu'on a mangé thaïlandais à 5 minutes en moto de la maison et oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'étais au paradis, moi. Au paradis sur terre complet. J'avais oublié qu'on n'avait pas mangé le soir. Voilà, mais voilà. Mais moi, c'était les fleurs, les bananes partout, le sawadi, oh là là, mon Dieu, ces gens tellement gentils, mais tellement. Mon Dieu, mais c'était un paradis sur C'est terre. un pays qui t'a profondément marqué. Ah ouais. Je vois ça. Ouais. Ah ouais, Il représentait quoi en fait ce pays quand tu es arrivé là-bas et l'expérience que tu as eue? L'expérience positive que tu as eue là. Ouais. Qu'est-ce que ça représentait? En fait, c'était ce rêve de gamine, d'être, tu sais, avec d'être là. Ce rêve de dire, ben, je vais offrir une meilleure vie à mes enfants. Qu'on reste ou qu'on reste pas, ils parleront anglais couramment. Et ça, c'était super important pour nous. Ils auront vécu quelque chose en voyant une autre façon de vivre, avec pas tout ce côté qu'on a en France où on a tout de gratuit, où vraiment voir la vie réelle. Moi, j'avais fait par une expérience de vie à 12 ans, je crois, un voyage humanitaire. Donc moi, j'avais vécu ça. En Roumanie, j'avais vécu vraiment la détresse et on va dire la souffrance des gens et l'argent que nous, on avait la chance d'avoir en France. Et ça m'avait ouvert l'esprit et j'avais dit, mais en fait, j'ai la chance de vivre en France, j'ai la chance d'avoir de l'argent, j'ai la chance d'avoir de la sécu gratuite, j'ai la chance d'être en bonne santé, de pas travailler pour pouvoir manger. Tu vois, à 12 ans, ça te... Ouais, tourne l'esprit. Ouais. Et j'ai dit à mes enfants, à ce moment-là, ben, vous aurez une expérience de vie, vous allez voir les petits Thaïlandais qui, malheureusement, certains sont obligés d'aider leurs parents pour pouvoir vivre. On n'est vraiment pas partis en vacances, en voyage. Non, c'est vraiment pour leur montrer quelque chose de différent de la France et de leur instaurer dans leur tête un respect des choses. Et c'est un pays, mais waouh, il n'y a pas photo, il n'y a rien à dire, hein, c'est magnifique. Hein. Et même les gens, ils ont une façon de réagir, d'être, c'est juste waouh, il n'y a pas d'autre mot. Ouais. T'es tombée amoureuse, quoi. Ah ouais, mais complètement. Gros coup de cœur. Ah ouais.
Ah ouais, 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 ah ouais, là, Du coup, vous êtes resté combien de temps alors on là-bas? est resté moins d'un an. Ouais, moins d'un an. Ça a été rapide. Ouais, ça a été rapide, ouais. Moins d'un an. On était parti avec moins de 15 000 euros. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas trouvé la possibilité de mettre nos enfants à l'école. Pour les mettre à l'école, ben, je pouvais pas travailler, Benoît pouvait pas travailler. On n'avait pas de personnes de confiance, véritablement de confiance là-bas pour, on va dire, pour pouvoir laisser nos enfants à quelqu'un qui pourrait les garder. Et au bout d'un an, ben voilà, Benoît, son projet n'était pas possible. Benoît, tout ce qu'il avait mis en place, c'était pas possible. En fait, tout ce que tu es en train de me dire, c'est que pendant les 1 mois et demi où Benoît est parti, ça a été, ils lui ont vendu du rêve en fait. Ouais, c'est ça, de la poudre dans les yeux, ouais, c'est ça. Ouais. Et du moment où j'ai dit, mais attends, on n'a pas à manger, nos enfants n'ont pas mangé de la journée. Tu as ressenti quelque chose J'ai senti. J'ai dit, ouais, j'ai senti, j'ai dit, ah ben non, on s'est fait On se fait bananer. c'est mort. On va reprendre sur nous, on va y arriver, on va rencontrer des gens, on va rencontrer des Français, on va se battre, on va rester ici. Moi, je veux pas partir. Et il se passera ce qui se passera. Et pendant plus de 10 mois, donc on a vécu quelques mois avec ces jeunes-là, ces deux jeunes-là. On s'est pas fâchés, hein, rien du tout, jusqu'à la fin. On s'est pas fâchés et à un moment donné, au bout de quelques mois, ben, j'ai dit à Benoît, on déménage, on s'en va. Mais on reste en Thaïlande. Ah d'accord, Ouais. ok. On reste en Thaïlande, mais on déménage de cet endroit perdu avec ces deux personnes nocives, Oui. nocives et négatives pour nous. Viens, on part à l'hôtel. Et on est arrivé à l'hôtel, au Nantana, à Pattaya, une nana. C'était magique. Elle était d'une bonté, d'une gentillesse. Elle a pris mes enfants parce que nous, on était dans l'idée de chercher du boulot, de chercher des solutions pour nos enfants. Et en fait, toute la journée, elle prenait nos deux enfants, donc Hugo et Chloé, elle les amenait. Ils ont visité les éléphants, ils ont visité les fleurs, elle les a amenés au parc. Un amour, un amour. Et j'ai gardé contact avec cette dame et c'est un amour. Donc pendant 10 mois, tes enfants ont été déscolarisés? Non, ils faisaient le CNED à la maison. D'accord. Ouais. C'est pas facile pour vous d'arriver. Benoît, malgré, il avait quand même un peu de pistes, mais toi qui arrive comme ça pour aller chercher du travail, est-ce que moi demain je pars, j'y vais, est-ce que Toi célibataire, oui. Toi célibataire, oui, tu vas là-bas, tu peux trouver une Thaïlandaise, tu peux mettre en place des choses, oui. Mais une famille. T'en parles à Amélia déjà, excuse-moi. non, je Non, mais c'est super compliqué. Non, mais c'est super compliqué au niveau de l'organisation familiale. Si on n'avait pas eu nos enfants, moi, ça aurait été plus facile. Ouais. En fait, on avait mis en place des choses, on avait cherché des choses, et moi, on m'avait proposé du travail à l'école Wallen à Pattaya en tant que prof de français. Donc, du coup, avec les profs, on échangeait, et quand elles ont appris qu'on était obligé de partir parce qu'on n'arrivait pas à trouver du travail et tout ça, moi, ils m'ont proposé une place, ils m'ont dit, mais reste. J'ai dit, oui, mais je fais comment avec mes enfants? 5 000 € à l'année pour chaque enfant en école internationale. On ne pouvait pas se le permettre, c'était pas possible. Ou sinon, il fallait les mettre dans une école thaïlandaise. Mais l'école thaïlandaise, c'est pas la même chose qu'en France. Ils ont une façon. Mais aujourd'hui, je me dis peut-être qu'on aurait dû faire ça parce qu'ils auraient parlé thaïlandais et anglais couramment. Mais on n'était pas prêts. Laisser à une personne de confiance à part la patronne du Nantana. Et on ne pouvait pas, elle avait du boulot par-dessus la tête, c'était pas possible, mais c'était un amour, cette nana. Et comme toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas, c'était des amours. À part ces deux personnes. C'était des Thaïlandais? Non, des Français. Des Français, ouais. Mais qui avaient dit à Benoît, viens avec ton argent, viens avec ta femme. L'électricité, l'eau, ils nous avaient fait payer une. Mais on a tous eu ça. Quand on est allé au Nantana, Oui. parce que la patronne du Nantana parlait français. Donc elle s'est un peu intéressée à vous. Oui, mais complètement. Mais moi, j'ai accroché tout de suite avec elle et elle m'a dit, mais vous êtes C'était fait un coup de avoir dur. de tous les côtés, vous êtes fait avoir. Mais j'ai dit, mais on va se battre parce que moi, je suis pas quelqu'un qui lâche et qui s'arrête et qui laisse tomber. Non, non. Benoît c'est un homme, il est différent des femmes. C'est voilà, ce côté masculin, vous êtes un peu plus différent. Lui, il avait vraiment subi le choc émotionnel en se disant. J'ai fait amener ma famille. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Que moi, j'ai dit, c'est pas grave. On est au paradis, on va y arriver. Jusqu'au bout, j'y ai cru. Jusqu'à qu'on me mette dans l'avion, j'y ai cru. Parce que quand on m'a mis dans l'avion, ben, je me suis mis en stand-by et j'étais plus là. C'est aussi une force aussi d'être à deux, c'est-à-dire que. Mais par contre, quand il y a eu
il y a eu cette période difficile où il voulait rentrer. Je ne voulais pas rentrer. Non. Et du coup, on a mangé un petit peu dans nos réserves financières. Et à un moment donné, il m'a dit, Céline, si tu pars pas, je pars avec les enfants maintenant. Et il m'a dit, on peut plus rester parce qu'on va arriver là-bas, on n'a plus d'argent pour vivre, on n'a plus d'argent pour une voiture, on n'a plus d'argent pour rien. Donc, il faut qu'on parte. On reviendra un jour, mais il faut qu'on parte. J'aimerais rebondir sur ce que tu dis justement, parce que quand toi et moi on s'est connus, tu m'as dit quelque chose d'incroyable qui m'est resté. Ouais. C'est que du moment où tu as mis le pied en Thaïlande, ça a été comme si tu rencontrais l'amour de ta vie. Ouais, oui. Et le fait de quitter Ouais. la Thaïlande, ça a été, tu l'as ressenti comme une rupture. En fait, c'est un jour où je suis rentrée dans un temple et oh, je sais pas ce qui. Il y a des gens qui disent qu'à un moment donné, tu es touché par quelque chose. Et j'ai été touchée, mais alors, mais en plein cœur. Et j'ai senti un truc me parcourir le corps. J'étais où il fallait que je sois. Et j'étais mais connectée. J'avais la chair de poule. J'étais mais vraiment avec le respect. Après, j'ai été élevée avec le respect. J'ai eu mon grand-père, ma tante, mes parents m'ont inculqué des leçons de vie, des leçons de respect. Et c'est vrai que là-bas, quand il fallait se couvrir, je me couvrais. Quand il fallait ne pas... Bon, c'est vrai qu'en Thaïlande, on n'a pas le droit on fait pas la bise aux Thaïlandais. Et c'est vrai que, voilà, et ça a été difficile parce que je suis très comme Tu es arrivé devant les personnes? Oui, je voulais. Mais on m'a dit non. Non, on m'a dit non. Et c'est vrai que dans ce temple-là, ce jour-là, mais je suis tombée en larmes et j'ai dit à Benoît, en fait, c'est là où je veux finir ma vie ici. Ça m'a touchée, mais tout. Et à ce moment-là, je savais je vais vous dire un exemple tout bête. Le jour où j'ai rencontré Benoît, j'ai su que ça serait le père de mes enfants. J'ai dit à ma mère, c'est lui le père de mes enfants. Et ça a été le père de mes enfants. On sent, il y a une connexion d'énergie. Et bien là, c'était, je sais pas, et j'ai été touchée par quelque chose. Ça résume bien comment tu as expliqué et l'envie, l'engouement, l'amour que tu as pour ce pays. Et même Pour faire comprendre aux gens qui nous écoutent. Même pour dire que quand je suis revenue, j'étais plus française. J'étais thaïlandaise. Mais je pense que j'ai toujours été comme ça. D'accord. Et je pense que c'était au fond de toi. Dans une autre vie, tu étais thaïlandaise. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose que pourquoi ce truc quand j'étais jeune, pourquoi ce truc d'aller vers les gens, de jamais être irrespectueuse. Mais je pense qu'il y a eu le voyage humanitaire quand j'étais gamine qui m'a montré des choses dures. Ça t'a métamorphosé déjà. C'est ça, ouais. Ça a pu répondre aux questions que tu te posais. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin là. J'ai su qu'en fait mon deuxième amour il était là. C'était mon pays, c'était voilà. C'est beau. Hein. Et la première fois où j'ai mangé au Sawadee, ma soupe, mon Dieu, les larmes elles m'ont coulé, j'ai pleuré et tout le monde me regardait, me disait mais pourquoi tu pleures? Parce que la soupe elle est chaude. Non, j'ai dit mais je pleure pas, mais c'est. Je fermais les yeux et j'étais dans mon restaurant à Pattaya, mon Dieu c'est. Les odeurs, mon Dieu, c'est énorme. T'as vécu ça comme un véritable amour. Elle me l'a expliqué. Les ressentis, les souvenirs, les odeurs, les images. C'est ça, ouais. Quand tu sais que je me rappelle même plus à quelle date on est revenu, il y a une partie de ma vie que je me souviens plus. Donc ça, c'est du moment où vous êtes rentrés. Ouais. T'as eu un... Ouais. En fait, on m'a mis dans l'avion. Benoît m'a dit, tu m'aimes? J'ai dit, ouais. Il m'a dit, il faut qu'on s'en aille. Non, je veux pas partir. Tu lui en as voulu? Non, c'est pas que j'en ai voulu, mais c'est que je voulais pas partir. J'étais presque, ça va être, j'espère que les gens comprendront à ce moment-là, mais j'étais presque prête à laisser mon mari et mes enfants partir, mais je voulais rester. Parce que je savais que j'allais mourir de l'autre côté. J'allais mourir en France, je voulais pas revenir ici. Il y a cette phrase que tu répètes. On m'a mis dans l'avion. Ah oui, il m'a mis dans l'avion. Il m'a dit, il faut que tu rentres Céline avec moi. Il m'a dit, t'es ma femme. Il y a tes enfants qui ont besoin de toi. Il m'a dit, voilà, il faut que tu rentres. Donc, j'ai pas eu le choix. Je suis rentrée, mais ça a été dur. J'étais plus là. Donc là, ça a été le début de ton cauchemar. Le déchirement, ouais. Le déchirement. Là, je voulais pas partir. Mais j'avais pas le choix. Pour mes enfants, pour mon mari, j'ai morflé. Et je laissais tous les gens que j'aimais. C'était ta nouvelle famille. Ouais. Ah oui, j'avais jamais aimé autant de gens comme ça. En fait, je sais pas comment l'expliquer.
Mais quand je suis revenue et ce déchirement, j'ai eu l'impression que j'étais morte de l'intérieur. Je suis rentrée, je n'arrivais plus à manger, je n'arrivais plus à dormir, je n'arrivais plus à sourire. J'avais plus d'amour pour moi, pour mes enfants, pour mon mari. Je n'avais plus rien. Je me suis déconnectée totalement de la réalité. Mon corps était là, en souffrance, à souffrir, et mon esprit, j'étais là-bas. On peut parler de ça comme une rupture amoureuse Ouais. aussi. Ouais, une rupture. Ouais. Ah oui, on m'a arraché de mon pays. Ouais. Et on m'a mis dans l'avion, mais il fallait que je rentre. T'as laissé ton âme là-bas. Ouais, voilà, j'ai laissé mon âme. Ouais. Vous êtes rentré en France avec le cœur. 4 valises. 4 valises. 4 valises de fringues d'été, des maillots, des shorts, des t-shirts. On est rentré, je crois, il faisait froid. Impossible d'aller dans les magasins parce qu'on n'avait pas de sous. Impossible d'aller dans les magasins parce que cette oppression des gens, je faisais des crises d'angoisse. Et ça a duré 2 ans. D'accord. Et moi, mon cerveau, c'est stop. On est allé à l'hôtel parce qu'on n'avait pas d'argent pour prendre une location. Je me rappelle le jour où je suis arrivée dans l'hôtel, qu'on m'a dit, on va aller à l'hôtel là. Tu sors du paradis, tu arrives en enfer. On a essayé de récupérer nos affaires chez les uns et chez les autres. Ah, les affaires, vous avez... Ouais, les affaires, ouais. Donc mes affaires personnelles de mes enfants et tout ça, on a tout récupéré. Mais des affaires qu'on avait laissées chez des amis, des anciens amis à nous, les choses avaient été vendues et volées et tout ça. Donc allez, tu reprends une couche sur... C'est une blague. Non, c'est pas une blague. Non, on nous avait volé notre voiture, nous a volé toutes nos affaires, ils avaient tout vendu. Voilà. Ce qui s'est passé en Thaïlande avec ces 2 personnes-là, À recommencer en France. À recommencer en France, exactement. un peu plus profond parce que c'est des personnes de longue date. Ouais, c'était des personnes que j'avais C'est la gardé double peine, quoi. leurs gamins pendant des années. Mais il y avait ça aussi un petit peu derrière la tête, c'est-à-dire que il y avait ce retour en enfer, mais il y avait aussi un petit peu cette part-là de j'enlève aussi quelque chose à mes enfants, ou on rentre en France et je ne sais pas ce qui est la suite. Ils étaient contents parce qu'ils retournaient à l'école. Benoît a travaillé pendant quelques temps avec mon père pour se faire 3-4 sous pour qu'on puisse acheter une voiture. Moi, c'était pas possible que je travaille parce que je ne mangeais plus, je ne dormais plus, je ne souriais plus. On me parlait, je regardais les gens, je leur disais, je suis désolée, je ne comprends pas ce que tu dis. Mon cerveau s'était arrêté. La première fois où je suis allée voir l'assistante sociale, parce qu'il fallait que j'aille voir une assistante sociale, elle m'a posé des questions et elle m'a posé des questions impossibles de répondre. Je faisais que pleurer, 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 pleurer. Elle m'a dit, vous allez m'écrire, je vais vous poser des questions et vous n'arrivez pas à parler, c'est pas grave. Elle s'est adaptée. J'arrivais plus à écrire. Et j'ai écrit un livre. Je savais plus écrire. Mon cerveau était plus là. J'étais un zombie. Je marchais des heures et des heures à pas savoir où j'allais. Et les gens qui m'avaient vu grandir, ils me disaient, alors Céline, ça va? T'es revenue? Et je disais non, ça va pas. Pourquoi je suis revenue? J'ai envie de mourir. Je faisais que dire ça. T'as fait une sévère dépression. Quand tu es rentrée, Ouais. est-ce que tu avais la définition d'une dépression? Non. Ou est-ce que, voilà. Mais ça m'arrivait tout. Les crises d'angoisse, j'en ai jamais fait. T'en étais pas consciente? Ah non, pas du tout, non. Les crises d'angoisse, je savais même pas ce que c'était. Les crises d'angoisse, je savais que c'était un petit peu, mais maintenant je sais ce que c'est. Mais ça m'a duré 2 ans quand même. Hein. Impossible d'aller faire les magasins. Comment t'achètes des habits d'hiver à tes enfants? La dépression, parce qu'il y en a qui disent que ce n'est pas une maladie. Aujourd'hui, est-ce qu'on dit que c'est une maladie? Est-ce que tu as pu mettre un mot sur ce que tu avais? Je pense que c'est le cerveau qui a mis une protection en disant, écoute, je vais t'arrêter quelque temps pour que tu reprennes parce que là, en fait, tu es en train de vriller complet. Alors, c'est intéressant parce que tu dis, c'est mis en protection, mais toi, tu l'as vécu comme une autodestruction. Ouais, peut-être, ouais. Parce que derrière, il n'y a pas eu que toi qui en a... Ah non, il y a mes enfants qui ont souffert. Pour moi, c'est un deuxième deuil. Le premier deuil, ça a été mon grand-père qui m'a élevée avec mes parents, etc. Et quand il est parti, j'ai mis des années à m'en remettre. Et même quand mes enfants venaient me faire un câlin, je les prenais dans mes bras, mais c'était un automatisme. J'avais plus de bonheur à l'intérieur de moi. J'avais vraiment l'impression que c'était... j'aimais mes enfants parce que mes enfants, je les aime plus que tout. Coquille vide. Ouais, j'étais vide. Et un jour, j'ai dit à quelqu'un, je sais plus à qui c'est, j'ai dit, je suis morte de l'intérieur. Il y a qu'un corps, mais à l'intérieur, j'ai plus rien, tout est là-bas. Tout est en Thaïlande. Tout est resté là-bas. Quand je suis partie, j'ai tout laissé là-bas. Toutes mes émotions, tout l'amour de tout est resté là-bas. C'est une personne qui t'a aidé à mettre les mots sur ce que tu avais? Je me suis aidée toute seule. J'ai pas pris de médicaments.
Non, mais une personne qui t'a expliqué ce qui est arrivé, fait ce que... Je l'ai compris par la suite. D'accord. Je l'ai compris par la suite que j'avais fait une grosse dépression et que heureusement que je l'ai fait parce que sinon, j'aurais pété un plomb. Ouais, d'évacuer. Parce que la première fois où on a pu, avec des sous, acheter une voiture, je me souviens que je roulais sur la nationale et il y a une idée qui m'est arrivée dans la tête et j'ai dit si je me prenais l'arbre, tout s'arrête tout de suite. Et mon cerveau, comme quoi on est bien fait, mon cerveau m'a dit à ce moment-là, mais Céline, on n'a pas fini de la payer la voiture. Donc tu continues, j'ai continué. C'est fou, hein. Heureusement qu'on n'avait pas fini de la payer. Parce que sinon, je pense que l'arbre, je me le prenais et j'étais toute seule dans la voiture. Hein. Mais j'aurais fait encore plus de mal à mes gamins, à mon mari. Mais voilà. Comme quoi, on est bien fait, on est très, très bien fait. Et ta relation avec tes enfants et ton mari à cette époque-là, pendant ces 2 ans de dépression? Alors, avec mon mari, la relation, elle s'est cassée. Pourtant, ça fait 30 ans qu'on est ensemble. À un moment donné, alors on est allé à l'hôtel. Après, on a trouvé une location par quelqu'un que je connaissais. Même que cette personne qui me connaissait beaucoup, un jour a dit à Benoît, elle va pas bien. Il lui a dit, ouais, il lui a dit, je l'ai perdue. Et même un jour, ma mère a dit à Benoît, elle lui a dit, il va falloir s'occuper de Céline parce que là, ma fille, je la reconnais pas. Elle est plus là. Je dis, voilà, elle est plus là. Et du coup, c'est le sport qui m'a aidée. Je mangeais un peu mieux. J'arrivais à gérer. Après, j'avais ma vie de famille qui avait repris parce que les enfants, obligés de les mettre à l'école, obligés de faire à manger. Parce qu'au début, je faisais plus rien. Je vivais plus. C'était fini. Et Benoît qui s'occupait de tout. Hein. Et heureusement qu'il a été là parce que sinon, les enfants me voyaient pleurer tout le temps. J'étais plus là. Hein. Les gens avec qui je parlais de la Thaïlande, c'était la croix. C'était la croix en disant non, 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 tu parles pas de la Thaïlande, tu as assez souffert. Mais c'était le seul moment où je souriais. Voilà, je me souviens d'un jour où j'étais chez ma mère, chez mes parents, et j'ai vu des fleurs, ou hop, et toc, tout de suite l'image. Ça t'a rappelé? Ça m'a rappelé la Thaïlande. Et j'ai dit à ma mère, oh mon Dieu, oh maman, regarde, oh c'est beau, c'est la Thaïlande. Et tout de suite, elle m'a redescendu tout de suite sur terre en me disant, Céline, écoute, il va falloir que tu trouves du travail. Céline, il va falloir que tu t'occupes de tes enfants. Céline, il va falloir que tu reviennes sur terre parce que là, il va falloir que tu réagisses. C'est dur, hein. Même pas, elle était là. Et la seule personne en qui j'avais besoin, et j'en veux pas, parce que j'en veux plus aujourd'hui, mais la seule personne en qui j'avais besoin quand je suis revenue, j'aurais juste voulu avoir ma mère dans mes bras pour me dire, oh, aide-moi, s'il te plaît. Oui, c'est elle comprenait pas, en fait. Ouais, mais elle a un caractère fort aussi. D'accord. Voilà, mais elle n'a pas compris. Elle n'avait pas compris, ils n'avaient pas compris ma détresse. Ils n'avaient pas compris parce qu'on n'avait pas expliqué, on n'a rien dit de ce qui s'est passé. Ils nous ont rien demandé. Ils ne savaient pas ce qu'on avait vécu. D'accord. Ah, d'accord. Personne n'était au courant. Personne n'était au courant de ce qui. Donc, ça a été difficile pour eux de. Benoît et ma mère, parce qu'ils s'entendent très bien avec mes parents. Après, Benoît avec ma mère. A pu un peu échanger. A un petit peu échangé, mais moi, j'en ai jamais parlé. Il y avait aussi un petit peu cette, pas une honte, mais on sait ce qui s'est passé, un échec, voilà. Ouais. Et on n'a pas envie de montrer qu'on n'y est pas arrivé. Ouais, voilà, c'est ça. Tu m'avais parlé qu'il y a eu des mésaventures dans ton couple. Oui, ah oui, c'est vrai. Et c'est ce qui a en fait enclenché par la suite. Ouais, d'autres choses. Ouais. Ta guérison. Ouais. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans ton couple? Il s'est cassé. Le couple s'est cassé. Un jour, j'ai dit à Benoît, pourtant que c'est l'amour de ma vie, j'ai dit à Benoît, je veux que tu t'en ailles. Ah, carrément. Ah, oui, c'est venu de toi. Ouais, je l'ai mis dehors. Ouais. Je lui ai dit, il faut que tu t'en ailles. Pour le protéger. Non, c'est pas ça. C'est en fait, j'arrivais plus à avancer. Et j'ai dit, j'ai besoin de retrouver moi, mon intérieur. J'ai plus rien. Et tu m'oppresses, tu m'étouffes, tu m'oppresses, tu m'énerves. Je te supporte plus. Va-t'en. Est-ce que tu penses que inconsciemment, tu lui en voulais de t'avoir remis, comme tu dis, dans l'avion? Ouais, je lui en voulais. Mais il y a une chose aussi qui est très difficile et que je pourrais dire, c'est que quand on était à Wallen et que j'étais par terre, allongée par terre, je sais plus, on va dire complètement morte, complètement dévastée. Ouais, dévastée complet parce que je savais que ça y est, je ne verrais plus. Et j'avais Benoît qui était là-bas avec les enfants et qui était là et qui attendait que je vienne. Et à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi il ne vient pas m'aider? Mais en fait, je suis en train de mourir par terre et je me rappelle que c'est ma fille Chloé qui est venue m'attraper et qui m'a pris dans les bras et qui m'a dit, maman, s'il te plaît, viens avec nous, il faut qu'on rentre, il faut qu'on y arrive. Et on va y arriver, tu vas y arriver. Et ça a été mais super dur. Je suis désolée.
Tout le monde qui va se mettre à pleurer. Oui. Et c'est vrai que à ce moment-là, j'en ai voulu et j'ai dit, je vais mourir. Et je me rappelle ma fille qui vient dans mes bras et qui me dit, maman, je peux pas t'aider. Mais je dis, mais c'est pas grave, je vais y arriver toute seule. Mais c'est maman, elle est malheureuse, elle n'y arrive pas. Il y a les gens que j'aime, ils sont là et je repars là-bas. J'ai pas envie de repartir là-bas. Et j'ai dit, mais c'est tellement difficile et c'était dur. Et à ce moment-là, Benoît était là-bas et je me suis dit, mais pourquoi il vient pas m'aider? Il a fait un blocage. Ouais, il était dévasté pour moi, il savait pas comment Il est faire. resté fermé. Ouais, et oui, et inconsciemment, je lui en voulais. Mais aujourd'hui, je lui en veux plus parce que les hommes Avec et du les femmes, on recul. est différents. Mais j'aurais voulu qu'il m'aide, parce que j'avais plus rien, en fait, j'avais plus rien. Dans Tu des lui as dit de moments. partir. Ouais, je lui ai dit de partir, je lui ai dit, vas-y, va-t'en, s'il te plaît, va-t'en. C'est l'amour de ma vie, mais voilà, mais j'ai besoin de reprendre, récupérer ma tête, mon cerveau, ma vie. Donc avec Benoît, vous avez gardé quand même Oui, ah bah heureusement. un bon contact malgré cette Mais il séparation. était chez lui, j'étais chez moi. Ça a duré combien de temps? Plusieurs mois. Un jour, j'y ai dit, j'ai pas envie que tu rentres. Est-ce que tu peux dormir à la maison ce soir? Ah, Je sais pas. Passé par la tête. Il est arrivé ce qu'il est arrivé. Et 2 mois et demi après, j'arrivais plus à manger. Je me rappelle, c'était le 28 novembre. C'était le jour de son anniversaire. On avait invité des amis à la maison et en fait, je faisais que vomir, mal à l'estomac, pas bien. Et j'ai dit, ah ben non, dis donc, c'est bizarre, j'ai mal à l'estomac. Et ça a duré des jours et des jours et des jours. J'ai vu le médecin et à un moment donné, on m'a dit, on va quand même aller à l'hôpital parce que c'est quand même... c'est pas normal. C'est pas normal. J'ai dit, j'ai dû attraper un ulcère de tout ce stress passé auparavant. Oui, c'est possible. Ouais. Donc, on va à l'hôpital. Moi, pour qu'ils évitent de perdre du temps, je fume pas, je me drogue pas, je suis pas enceinte. Mais je pense que j'ai un ulcère, donc ils cherchaient sur ça. À 4h du matin, il y a une infirmière adorable qui vient me voir, qui me dit, vous pouvez venir voir? Je dis oui. Elle m'amène à une caméra, un ordinateur, et elle me dit, vous voyez ce que c'est ça? Je dis oui. C'est quoi? Elle me dit, c'est un bébé. Mais je dis, mais il est à qui? Mais moi, Le déni total. Mais félicitations. Hein. Félicitations, madame. J'ai dit, mais il est à qui? Elle me dit, mais il est à vous. Ah, mais j'ai dit, je suis pas enceinte, moi je suis séparée, j'ai pas de rapport. Je suis pas, c'est pas possible, c'est physiquement pas possible. Et elle me dit, mais je peux vous certifier, madame, que vous êtes enceinte. Vous êtes à 2 mois passés. Benoît donc me récupère à 5h du matin et à ce moment-là, quand il arrive dans la voiture, il ouvre la porte et il me dit alors, j'ai dit alors là Benoît, tu vas pas y croire. Il me dit qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit je suis enceinte, je sais pas de qui. Oh, parce que j'ai dit je sais pas de qui parce qu'on n'a pas eu de rapport, j'ai eu personne, mais je sais pas, je suis enceinte, je sais pas comment ça peut être possible. Il me dit, mais attends, tu te rappelles pas cette fois-là? Heureusement que lui s'en rappelait. Par rapport à la dépression, le cerveau est complètement déconnecté. Et en fait, Il y a des choses que. je m'en rappelais pas du tout. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Parce que moi, j'en veux pas. J'ai dit, ok. J'ai dit, moi, je suis désolée, mais moi, j'avorte pas. Si le bon Dieu me donne ce cadeau, je le prends. En plus, tu n'étais plus avec Benoît à ce moment-là, Oui, donc on ta était décision, séparés, c'était ta chacun. décision. Voilà, c'était ma décision. Et du moment où j'ai été enceinte, je me suis, mais alors, totalement connectée avec cette grossesse, avec ce bébé, et je me suis connectée et je sais pas, Ça t'a reconstruit. ça m'a reconstruit. En fait, à ce moment-là, le cerveau a mis la Thaïlande de côté et j'ai pu reprendre une vie normale. C'est ça. La pureté que tu retrouvais peut-être en Thaïlande, tu l'as eu en toi. À l'intérieur de moi, j'avais plus cette souffrance, ce manque. Vraiment, j'avais tout fait pour ma grossesse. C'est un cadeau, c'est mon bébé. Allez, il va m'aider. Et en fait, j'étais plus toute seule, on était toutes les deux. Après, j'avais mes 2 enfants, évidemment. J'avais Hugo et Chloé. Hein. Et on leur a pas dit tout de suite parce qu'ils savaient que j'étais malade. Et on leur a dit le jour de Noël. D'accord. Et on leur a dit le jour de Noël. Et Chloé, ma fille, elle s'est mise à pleurer parce que quand on lui a dit, elle a dit, ah maman, elle va avoir un bébé. Elle était heureuse. Et voilà, ça a été. Et puis elle t'a vu te reconstruire, elle t'a vu changer en fait. Recommencer à sourire. Ouais. Et les crises d'angoisse, elles se sont arrêtées du jour au lendemain. Pendant ma dépression qui a duré 2 ans, j'ai jamais pris de médicaments, j'ai jamais pris d'aide thérapeutique. Tu t'es, on va dire, sauvée entre guillemets, le sport. Ouais. Et ton bébé surtout. Et mon bébé, ouais. Et du coup, la grossesse, elle a été compliquée parce que j'ai été beaucoup malade. Là, ça a été difficile, ouais. 40 ans, sortie on va dire, d'une dépression et tout ça. Par rapport à tes dépressions, est-ce que tu t'es demandé si tu en étais capable?
Non, non. Non, j'ai dit, moi, c'est une chance, c'est un cadeau. D'accord. J'ai dit, non, c'est une chance, c'est un cadeau. Ça a vraiment été une guérison, ça a été le déclic. On parle de deuil, de déni, pardon. Oui, de déni, ouais. Oui, c'est vrai, oui. On parle de déni. Et quand on apprend que, qu'on est enceinte, après, il y a le fait d'accepter. Parce qu'on le sait qu'on est, on est enceinte. Moi, j'ai accepté dès le départ. Par contre, mon corps l'a pas accepté jusqu'à qu'on leur dise pas. Jusqu'à qu'on leur dise pas. Et ça a duré 1 mois et 2. Oh, ben non, j'étais enceinte de 2 mois et demi, donc quand on l'a su. Mais de quelques semaines, du moment où on leur a pas dit, je n'avais pas de ventre, j'étais totalement plate. Du moment où on leur a dit, et ça c'est vrai, à Noël, le ventre est sorti. Le corps est bien fait. On est des belles machines quand même. Hein. On est bien fait. Hein. Comme quoi, quand j'étais en dépression, le cerveau s'est mis en stand-by pour se dire, je vais te protéger. Que tu fasses des tentatives de suicide, et que tu fasses des bêtises. Non, je te mets en protection. Ça a coupé, ça a dit, là, il faut se réveiller un petit peu. C'est ça. Et donc, du coup, on va passer au développement personnel. Ça t'a, voilà, c'est quelque chose qui t'a doublement aussi aidé à... En fait, c'est Benoît. Un jour, il m'a dit, écoute, Céline, j'en peux plus, j'arrive pas à t'aider. Et en fait, il m'a donné un livre blanc de développement personnel que j'ai amené. Et c'est le livre blanc de Olivier Roland. Quand j'ai fini de lire le livre blanc, j'ai dit à Benoît, ben en fait, je sais ce que je vais faire. Totalement, je sais ce que je vais faire. J'ai créé l'association. Je veux que cette expérience de vie, la dépression, ce manque, les choses que j'ai pas eues et que j'aurais voulu avoir, je veux les créer maintenant. Je veux les créer pour les autres, je veux les créer pour les parents qui ont des ados, parce que j'avais 2 ados à la maison à ce moment-là, et on a créé une association. Voilà, l'association d'écoute parents-ados. L'association est totalement gratuite. Juste, depuis peu, j'ai mis des adhésions à 1 € symbolique. Voilà. Voilà, tu as eu à peu près 200 adhésions. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, j'en ai 200, ouais. Et 56 familles aidées. Est-ce que tu as réussi à garder un lien avec toutes les familles que tu as aidées? Les 56 familles, tu as gardé ce lien? Ah oui, parce que je suis comme je suis. Ma personnalité, ma bienveillance et tout ce que je donne à 3000%, on va dire. Aujourd'hui, c'est ta personne. Oui, ma personnalité. Et la force que tu, voilà, la personnalité, la force que tu as, qui fait réunir les personnes autour de toi. C'est ça. Parce qu'en fait, quand je rencontre quelqu'un, une famille, j'explique qui je suis. J'explique pourquoi j'ai créé l'association, pourquoi on a créé l'association. J'explique tout ce qui s'est passé et comment je fonctionne. Et ça, et avec les professionnels, donc on en reparlera, que j'ai contactés, c'est vraiment des personnes en qui j'ai confiance et qui savent expliquer ton histoire. Voilà. C'est pas qu'une association, c'est ton histoire. C'est mon histoire, c'est... Te suivre parce que c'est toi, pas parce que... Voilà, c'est ça. Et ils fonctionnent comme la gendarmerie, qui savent comment tu fonctionnes. Comment je fonctionne. S'il y a un jeune qui téléphone et qui dit, voilà, je viens de la part de Céline, de l'association d'écoute parents-ados, ils savent... qu'il y a un travail derrière. Oui, voilà. Et comment fonctionner avec lui. Parce qu'il vient de la part de mon asso. Voilà. Et on vient te voir pour quelle situation? Le premier jeune que j'ai aidé, que j'aime énormément, parce que c'est mon numéro 1, et qui était vraiment pas bien, c'était un problème, son papa très malade, d'un cancer, scarification. Il se faisait des scarifications, un mal-être, vraiment un mal-être. Il avait vu des gens, mais ces gens-là n'avaient pas pu lui parler et lui dire les choses comme moi je l'ai fait. Moi, pour rencontrer ce petit jeune, ça a été compliqué au début, mais quand sa mère a vu tout ce que j'avais fait pour lui, un jour elle m'a dit, mais je ne sais pas comment tu as fait, Céline. Elle m'a dit, parce que vraiment, c'était compliqué et il était fermé, et elle a dit, mais tu as sauvé la vie de mon fils. Hein. Vraiment. Donc, des problèmes de mal-être au niveau des ados, du harcèlement, des problèmes de scarification, des ados qui sont avec des troubles alimentaires, des ados qui sont bipolarité, schizophrènes, etc. Des ados qui sont malheureusement pas aimés par leurs parents. Ça m'est arrivé aussi. C'était dur des fois moralement. Pour moi, ah non, jamais. Ça n'a jamais été dur pour moi. Ah non. Moi, ces jeunes-là, et je vais même vous dire un truc que je ne sais même pas si vous allez m'y croire, mais c'est la vérité. C'est que quand j'ai le cafard, j'attends qu'on m'appelle. Parce que ça me donne une power, mais c'est un truc de malade. Quand je déprime à la maison, parce que je suis humaine, hein, ça arrive à tout le monde d'avoir ses coups de blues, et ben je suis heureuse qu'on m'appelle et je me dis enfin, ça va aller mieux. Ils me reboostent, ces jeunes. Ce que j'allais te poser comme question, en fait, c'est le fait d'écouter tous les problèmes. Non. Ça te ramenait pas à tes anciens dépôts? Non, pas du tout. Jamais.
Non, jamais. Ça m'a toujours porté vers le haut. Tu as une force en toi. Ah ouais, ah ouais. Ah mais c'est T'es calibré, quoi. Ah ouais. On parle d'éponge, tu prends les soucis des autres. Non. Il y a ça qui ne se fait pas du coup, il y a un blocage. Oui, non, il y a une chose qui m'est arrivée, mais ça c'est pas, si c'est au niveau de l'association, mais c'est en fait une fois où je suis allée me renseigner pour une formation au niveau du coaching et tout ça, et qu'en fait j'ai rencontré un monsieur qui était dans la salle avec nous, on était une dizaine de personnes, et à la fin de la présentation, donc de toute la présentation de tout le monde, il est venu me voir et il m'a dit, excusez-moi, il m'a dit, est-ce qu'on peut se voir après? J'ai des problèmes personnels, j'ai besoin qu'on m'aide. Et il m'a dit, je pense que tu peux m'aider. J'ai dit, si vous voulez, moi, il n'y a pas de souci, je vais essayer de vous aider. Et la première fois que j'ai rencontré ce monsieur-là, on a eu un rendez-vous de 2h30. 2h30. Je rentre à la maison, je voulais finir de manger, je me suis endormie complet. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, après, par la suite, je suis partie dans la lithothérapie. Dans les pierres, en fait, on m'a dit qu'il y avait des pierres qui existaient pour se protéger. Et du coup, j'ai trouvé la mienne. Bon, après, le développement personnel, là, c'était le livre blanc, mais aujourd'hui, j'en ai lu 60. Hein. Ah oui, une sacrée bibliothèque. Ah oui, j'ai acheté, oui, tous les livres avec toutes les maladies, avec toutes les problèmes que les psys et médecins pourraient expliquer, comment fonctionne l'homme, comment fonctionne la femme, comment fonctionnent les jeunes. Développement personnel à fond. Bravo. Ouais, et ça m'a sauvée. Ça m'a sauvée. Beaucoup eu d'histoires parmi, que ce soit des parents, les enfants. Oui, ouais. Est-ce que tu en as une qui t'a le plus marqué? Il y en a deux. La première, mon premier, parce que mon premier, c'est mon premier. En plus, c'est marrant. Il est né le même jour que moi, 1er octobre. C'est quelqu'un que j'aime énormément. De ce lien patient, on va dire patient et... Ah oui, parce qu'il était vraiment... Vous avez ce lien aussi. Ah oui, il fait partie de la famille. Ah oui, je l'aime énormément. Et je l'ai tellement aidé. Et sa maman, qui était plus au début, qui savait pas qui j'étais, comment je fonctionnais, la dernière fois que je l'ai rencontrée, elle m'a dit, mais merci pour tout, Céline, parce que tu m'as sauvé mon jeune. Hein. Et ça a été difficile, mais j'ai rien lâché. Au début, il voulait pas? Non, il voulait pas. Non, il était fermé. Ouais. Et j'ai réussi. Et aujourd'hui, mon Dieu, qu'il est bien, qu'il est heureux. Oh mon Dieu, qu'il a évolué. Oh mon Dieu, quel bonheur. Et le deuxième, un ami à ma fille, famille compliquée. Les parents qui l'ont pas aimé, qui lui ont fait beaucoup de mal. La première fois où je l'ai rencontré, il allait se jeter sous les rails d'un train. Donc Chloé lui a dit non, tu vas venir à la maison. On a discuté. J'ai dit voilà, maintenant tu n'es plus tout seul, je suis pas ta maman, je serai jamais ta maman, mais je vais faire les choses au maximum. Il était vraiment pas bien psychologiquement, il avait souffert. J'ai donné des conseils, je l'ai rassuré. Benoît l'a rassuré aussi au niveau papa, au niveau paternel. Et un jour, il s'est retrouvé à la rue parce qu'on lui avait prêté un appartement. Et il m'a appelé, il m'a dit Céline, il m'a dit on me jette dehors, qu'est-ce que je fais? J'ai dit il n'y a pas de souci. Viens, on va récupérer tes affaires. Ils veulent pas me rendre mes affaires, il n'y a pas de souci. Je suis allée à la gendarmerie un dimanche après-midi, j'ai toqué. J'ai besoin de vous. Avec 2 camions, on est allé à la gendarmerie, on a récupéré ses affaires. On a installé les affaires à la maison. Et il m'a dit, maintenant, je fais quoi? J'ai dit, maintenant, tu restes là. Et j'ai gardé 1 an à la maison. Oh. Ouais. Parce qu'il était hors de question que ce jeune, il retourne à la rue. C'était pas possible. Et tout ce qu'on avait fait pour lui, c'était hors de question. Il avait un travail. Il a trouvé un appartement. Il a trouvé une chérie. Aujourd'hui, il a un bébé. Et c'est magnifique ce que tu as fait pour lui, surtout. C'est admirable. Toi, tu prends ça très à cœur parce qu'il y a certains parents d'ados. L'ado va dire oui, j'ai un copain, il va se suicider. Tu as beaucoup de parents qui vont dire c'est bon, c'est encore une passade. Voilà. Et il y a une chose aussi qui est très importante à dire. Il y a une professionnelle qui m'a dit un jour, Céline, c'est vraiment super ce que vous faites. Vraiment, chapeau. Par contre, il va falloir qu'à un moment donné, vous mettiez une barrière au niveau de vous et des gens que vous aidez. Nous, on a cette façon de travailler où on aide les gens, où on prend soin d'eux, mais par contre, on n'a jamais cette façon de faire où on va s'attacher aux gens. Et j'ai dit, moi, c'est tout le contraire avec vous. C'est ce qui fait ta... Voilà. J'ai dit, moi, je peux pas aider quelqu'un si je l'aime pas, si je l'apprécie pas. Si je l'apprécie, je vais l'aider. Et je l'aime, et je les aide parce qu'ils sont dans mon cœur. Et toutes les une obligation. Ah non. Je pense qu'elle a voulu te protéger en te disant ça, elle a voulu te mettre, dire peut-être protège-toi parce que les sentiments, parfois, ça peut... Non, moi j'ai toujours les 56 familles que j'ai aidées, déjà je sais qui... Tu mets tout ton cœur. Ouais, voilà, complètement. Et si je peux pas, j'ai des gens. Et si je peux pas avec les gens, on trouvera une autre solution.
C'est ce lien qui est entre eux, il y a entre moi, qui fait que ils sont plus tout seuls en fait. Et quand ça va pas, ils savent. Ils savent qui appeler. Il y a Céline. Je pense que j'aurais aimé avoir quelqu'un comme moi. Oui, moi aussi j'aurais aimé. Moi aussi j'aurais aimé avoir quelqu'un comme moi et c'est pour ça que je l'ai créé, parce que tout ce qui m'a manqué lors de ma dépression, c'est déjà Anna, c'est un cadeau je l'ai créé et je l'ai créé à ma façon, avec ma personnalité et avec ma force. Pour des c'est pas un travail, c'est une passion. C'est vraiment une passion, ouais, pour moi. Pour des enfants, et ça, je le dis, et tiens, c'est moi qui vais verser ma larme, mais c'est important. On peut pas des fois expliquer à nos parents ou avoir des échanges comme ça avec nos parents, parce que on est tellement enfermés et que on a peur ou de les décevoir, d'être pas dans leur image, ou ils nous mettent dans une case, ou de leur dire que ce qu'ils nous font vivre, ça nous fait du mal. On a peur de leur avouer ça, et c'est vrai que là, moi, ce que je vois avec toi, et ouais, c'est vrai que oui, aujourd'hui, j'aurais aimé avoir ce petit numéro-là. Est-ce qu'il t'arrive de prendre en consultation des gens qui veulent redevenir enfants pour te parler de leurs problèmes? Est-ce que je pense que... Pourquoi pas? Aujourd'hui, je fais un coaching. Non, je pense que les blessures que quand on est enfant, qui ne sont jamais fermées... Ça s'appelle l'enfant intérieur. La personne qui souffre en étant adulte, c'est parce qu'elle a souffert en étant ado ou enfant. Ouais. C'est ça, et que c'est jamais refermé. Non. On vit avec ça, on grandit avec ça, mais c'est jamais refermé, et après on a des petits démons qui reviennent. C'est ça. Quand tu as des enfants après. C'est ça. Tu parlais d'enfants qui étaient suivis par des psychiatres, des psychologues. Ça n'a pas fonctionné pour lui. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est parce qu'en fait, la personne psy, elle s'est mise, déjà, elle lui disait vous. Moi, un jeune, jamais j'ai dit vous. Moi, c'est tu. Et ils me disent tu. Je suis une maman qui, à un moment donné, a eu besoin, mais vraiment, je suis, on va dire, une personne qui a vécu plein de choses dans ma vie et qui a toujours donné les bons conseils, qui est bienveillante. Et aujourd'hui, ça marche, donc je continue. Toi, quand tu sens que tu n'arrives pas, du coup, à aider les gens, je renvoie. Tu renvoies à des professionnels. Voilà, c'est ça que j'ai choisi et en qui j'ai confiance. D'accord. Et qui savent comment je fonctionne. Et des fois, quand il y a des ados qui font des grosses bêtises, et que moi je peux pas gérer, parce que voilà, je la renvoie au niveau de la maison des ados. Comment ça se passe quand tu veux quand tu veux travailler ou faire une collaboration avec des professionnels? Donc, tu nous as dit, est-ce que tu vas les voir? Est-ce que souvent, est-ce que ça vient de toi? Tu vas les démarcher de toi? Oui. Ou est-ce que c'est d'autres qui viennent vers toi? Le cabinet d'avocat, c'est lui qui m'a démarché. Et on va mettre en place des choses au niveau des écoles, elle, avec la facilité de son cabinet d'avocat. C'est des personnes sûres, des personnes de confiance. Ah oui, complètement. Et aujourd'hui, voilà, c'est des numéros que tu as, qu'aujourd'hui, tu peux les appeler et leur transmettre des choses comme ça. Complètement, ouais. C'est vraiment... Et qui ont leur particularité que moi, je ne sais pas faire. C'est pas mon travail. Ok. Voilà. Ah oui, complètement, ouais. Vous complétez sur cette base-là. Oui, c'est moi qui les ai choisis. Le feeling, il est passé. J'ai confiance en eux. Quand je renvoie un jeune avec toutes ces personnes, je me pose pas la question à savoir si ça va fonctionner ou pas. Je sais que ça fonctionne et les gens peuvent apporter un plus que moi, je peux pas mettre en place. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'avec qui on met en place des ateliers. Donc, ça veut dire que je demande à cette personne-là de venir se présenter. On se voit sur Calvisson, elle vient se présenter. J'invite des parents et des ados qui ont envie de la rencontrer et comme ça, on fait un échange lors d'un atelier. Et on a fait gendarmerie, police, les deux. On a fait naturopathe, on a fait hypnose, on a fait psy, les deux psys avec qui je travaillais. T'en manques aujourd'hui? Une sexologue. Donc, tu faisais les ateliers avant le Covid. Qu'est-ce qui s'est passé quand le Covid il est arrivé? On ne pouvait plus rien faire. Alors moi, j'ai continué à travailler parce que la gendarmerie, j'avais mes papiers comme quoi je sortais. Et moi, je rencontrais toujours les jeunes et les parents parce que j'avais besoin. Par contre, les ateliers étaient terminés. Ouais. Et après, j'ai fait mon livre. Tu avais la gendarmerie. Est-ce que tu vas nous montrer le mémo, je crois? Le mémo anti-harcèlement, ouais. Alors, il est là. Hop, alors, voilà, c'est ça. En fait, le mémo anti-harcèlement, c'est... Voilà, il est disponible à la gendarmerie de Calvisson et à la gendarmerie de Berny, c'est au cabinet d'avocats au barreau de Nîmes. Il y a les hashtags très intéressants et importants, les numéros de téléphone aussi, des livres qui parlent de harcèlement, la loi de la gendarmerie. Mon numéro de téléphone,
le numéro de téléphone d'une autre association qui est sur Clarensac, qui peut aider, les 3 polices avec qui je travaille, avec qui je suis en relation, et la photo qui montre que le harcèlement, c'est pas beau. Hein. C'est ce qui t'a aidé aussi qui a aidé aussi les jeunes, du coup, grâce à ça. Le harcèlement et le cyberharcèlement, c'est puni aujourd'hui. Hein. Première chose que j'ai mis en place, c'est mon réseau, la gendarmerie, Mémo anti-harcèlement. D'accord. Et association gratuite. C'était logique. Pour moi, c'était logique. Je ne vois pas un parent ou un ado venir me voir et me dire j'ai besoin d'aide. Ah ça va te faire 45 € ou 30 €. Non, tu viens, tu as besoin. C'est de l'aide. Ah ouais, c'est de l'aide gratuite et humaine. Pendant cette période de Covid, c'est là que tu as décidé d'écrire ton livre. Ouais, d'écrire mon livre. Parce qu'en fait, je m'ennuyais. Je m'ennuie un petit peu au niveau de mes objectifs parce que j'aime beaucoup faire de choses. Et du coup, j'ai écrit mon livre. Donc, c'est ma guérison. Au départ, quand on est revenu de Thaïlande, j'avais envie de sortir des mémos dans des mots, en fait. Mémos MAUX, dans des mots MOTS. Et j'ai fait un blog. Et durant le Covid, en fait, c'était compliqué. On ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Et à ce moment-là, j'ai écrit mon livre et j'ai dit, allez hop, j'y vais. C'est vraiment un rêve de gamine parce que je l'ai offert. Ça, c'est fou quand même. Je l'ai offert à ma prof de français du collège. Et le jour où je lui ai offert, elle m'a dit, mais Céline, c'est fou. Elle m'a dit, quand tu avais 14 ans, elle m'a dit, tu m'as dit un jour, j'écrirai un livre. Et elle me dit, je l'ai dans les mains. Je dis, ouais. Et en fait, c'est un livre qui explique, on va dire, tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie, avec des mots simples, qui peut parler de harcèlement, qui peut parler de mal-être, qui peut parler de couple, qui peut parler d'homophobie, qui peut parler de tous ces troubles, scarification, bipolarité, schizophrénie, les gens avec qui je suis en partenariat. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit des textes et on les a incorporés dedans. Il y a beaucoup de livres de développement personnel que j'ai à la maison. Et tes enfants aussi. Ouais, mes enfants ont écrit des textes aussi. C'est un livre qui explique aux gens, aux parents, aux ados, dans des mots simples, ce qu'aujourd'hui on peut vivre à l'adolescence de nos enfants et ce que j'ai pu vivre. Et pourquoi je suis comme ça et qui décrit un petit peu tous les conseils, qui parlent de développement personnel évidemment. Mais toutes les personnes que je connais, qui m'ont acheté le livre, m'ont dit vraiment tu as su mettre des mots simples sur des sujets mais tellement complexes. C'est ça. Ouais. Ce que j'allais te dire, c'est des sujets que tu abordes dans le livre. Ça. Et il est écrit facilement pour les ados qui n'aiment pas lire, logique. Pour les parents avec des mots simples. Tout ce qui est marqué dedans est vécu. C'est vraiment... ouais. Ce livre-là, est-ce qu'on peut le trouver, si on veut se le procurer, on peut le trouver quelque part? Alors, on peut le trouver à la librairie Goyard à Nîmes et la librairie de l'Avenir à Sommières. Si les gens sont du coin, le mieux c'est de te contacter. Voilà, toi, comme ça déjà ils peuvent te rencontrer. Voilà, et ils pourront l'avoir dédicacé en plus, parce que ça peut être pas mal aussi. Ouais. Ouais, moi j'aimerais bien que tu me le dédicaces. Mais avec plaisir. J'ai pris exprès, j'ai dit je vais le mettre là comme ça. Avec plaisir, avec grand plaisir. Ouais. Et justement, du coup, toutes les personnes qui vivent les sujets comme la dépression, le harcèlement, tous ces sujets compliqués. Oui, complexes. Quel conseil tu aimerais donner à ces familles? Alors, la première chose que je dirais, c'est vous n'êtes pas tout seul. Moi déjà, je suis là. Après, il y a des services extraordinaires qui existent. Il y a le 30-18 pour aider les jeunes en direct. 30-18, c'est 30-18, c'est le cyberharcèlement. Et le 30-20, c'est le harcèlement. Donc, il y a ces numéros. Il y a des gens qui sont très, très bien, qui sont formés, qui sont exceptionnels. Si vous subissez des choses, allez voir votre médecin, allez voir une psy. Tapez sur Internet il y a des gens qui existent, il y a des associations qui sont là. Et il y a vraiment des gens qui sont là pour aider. Et il y a Céline. Ah oui, mais moi, je suis là. Il y a ce côté plateforme téléphonique. Oui. Mais il y a toi, Céline, où si demain on vient à te parler, je sais que si je reprends le même numéro où j'envoie un SMS ou quoi, c'est toujours toi derrière les plateformes ou quand on va peut-être rappeler le lendemain ou... Ah, c'est peut-être pas la même. Moi, c'est toujours moi. Ouais. Ce que je veux dire, c'est ça aussi un peu la différence, que tu essayes un petit peu de dire, voilà, d'appeler ces numéros-là. Et moi, on peut me voir. C'est ça. On peut avoir un retour. Je peux renvoyer vers les personnes professionnelles parce que les gens avec qui je travaille au niveau partenariat, il est accroché nulle part et je le fais pas parce qu'on n'a pas le droit au niveau de la loi.
de faire de la publicité pour des professionnels, mais moi, je peux renvoyer, voilà, personnellement, la personne. Mais oui, les gens peuvent m'avoir au téléphone, peuvent me voir par la suite, et il peut avoir une relation de confiance. Voilà, de confiance et des choses mises en place pour les aider. Dans ton livre, toi, c'est vrai que tu as structuré les choses pour que les gens puissent s'intéresser à tel sujet et qui ne s'ennuient pas le livre. Tous les sujets en fait que tu abordes, c'est vrai que tu mets à chaque fois un lien vers des livres. J'essaye au maximum. Et c'est super parce que ça donne plus d'infos. Ouais, exactement. Je suis contente que tu aies aimé. Ah, j'ai adoré. Mais surtout le sujet de la schizophrénie à la fin qui m'a, on va dire, qui m'a achevé, que j'ai vécu toute mon enfance avec. Donc, et que ça a détruit mon enfance jusqu'à mes 25 ans où j'ai commencé à comprendre sa maladie, sa personnalité et de l'accepter. Eh oui, mais c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai voulu passer de la sexualité, parce que les jeunes se posent des questions. Schizophrénie, bipolarité, dépression. Il y a même une dame qui travaille, qui a accepté et adorablement de me mettre un compte rendu sur ce qu'était la dépression avec ses mots de professionnel. Et en fait, il a écrit tellement, facilement pour se dire... Ben moi, j'ai un problème avec mon ado aujourd'hui. Ben moi, je comprends pas. Ben Céline, je vais lire son livre et à la fin, si j'y arrive pas, je l'appellerai, elle me donnera des conseils. C'est ça. Et tous les jeunes que j'ai aidés l'ont lu et ils m'ont dit, mais waouh, t'as géré, ouais. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne le plus dans ton livre? Que même si vous vivez une expérience difficile, vous relèverez. Vous vous relèverez. J'étais au plus bas, j'aurais pu me suicider, je n'avais plus envie de vivre. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis encore là. Et grâce à Dieu, je mets en place toutes les choses pour les autres. On ne peut que réussir, mais il faut juste avoir envie et se donner les moyens. C'est pour ça que j'ai écrit mon livre. C'est pour ça que j'ai créé mon association. C'est pour ça que je suis comme je suis. C'est pour ça que je réponds à 4 heures du matin quand on a besoin. Parce que la personne qui m'appelle à 4 heures du matin, si elle a besoin à 4 heures, elle peut pas attendre 9 heures. C'est qu'elle est vraiment détresse. C'est qu'elle a besoin. Mon livre, il a été écrit déjà pour une chose, pour moi. Parce que je voulais mon histoire dans mes mains, de me dire... J'ai vécu ça. Ouais, j'y suis arrivée et je l'ai dans mes mains, donc c'est du vécu. De l'offrir aussi à mes parents. Parce que mes parents, vu qu'ils n'ont jamais su ce qui nous est arrivé là-bas, le premier texte, c'est ma Thaïlande. Boum, on comprend ce qui nous est arrivé. Je voulais avoir mon histoire dans mes mains. Et par la suite, quand j'ai vu que je ne pouvais pas en éditer qu'un, qu'il en fallait minimum 100, j'en ai parlé autour de moi et tous les gens que j'avais aidés à cette époque-là, ils m'ont tous acheté. C'est super. Ah ouais. C'est là que tu vois la confiance. Oui, c'est ça. Et l'amour donné. Et les gens m'ont dit, il a été écrit d'une façon où tu te dévoiles, tu expliques, il y a des liens, il y a des numéros de téléphone, tu parles de tout, c'est complet et on s'ennuie pas. Tu parles de sexualité, mal-être, homophobie, racisme, couple, adolescence, les enfants qui parlent, les professionnels qui parlent, des livres, un livre blanc. Et j'en suis super fière. Parce que ma guérison, c'est ma guérison. Hein. C'est vraiment, ouais. Et il m'a beaucoup permis de sortir... de prendre du recul et... Ouais, de sortir les mots dans des mots, en fait. Hein. Moi, j'aimerais qu'on aborde, du coup, le sujet vraiment, je pense, le plus compliqué par rapport aux parents. C'est le harcèlement scolaire. Moi, en ce moment, je le vis pas directement. Au sein de l'école de mon fils. J'ai vu une maman complètement laissée à l'abandon qui a eu un gros problème avec son garçon, harcelé pendant plusieurs mois, qui a été malmené. Les professeurs, la police n'ont rien pu faire. Et cette maman s'est retrouvée avec son fils de 10 ans, je crois, qui lui a dit qu'il voulait se suicider. Elle est allée voir l'école, les professeurs, et les professeurs leur ont dit que il ne pouvait rien faire. Cette maman se retrouve aujourd'hui seule, en pensant pouvoir recevoir de l'aide, ne serait-ce que de la police, de l'école, et se retrouve aujourd'hui seule avec elle-même, à devoir s'occuper de son enfant qui est vraiment pas bien. Elle ne peut parler de ce problème à personne. Donc, si cette personne-là m'écoute aujourd'hui, sache que t'es pas toute seule et il faut absolument que tu appelles Céline. Moi, c'est quelque chose qui me touche énormément parce que, étant maman, je me dis que ça peut arriver à n'importe qui. Et c'est une peur bleue de me dire que mon fils peut être harcelé et de ne pas pouvoir l'aider. Seulement, énormément est expliqué à l'école. Hein. Mais ils explicitent pas trop. Par contre, au collège, ils font des jolies choses.
Ça y est, ça commence à se mettre en place dans les collèges, dans les lycées. Et moi, on va en parler, mais je mets en place pas mal de choses. Toi, en tant que parent, enfin, je pense que tu as vécu ça. Il me semble que tu as vécu Hugo, oui, Hugo et même Chloé. Et les deux, ils ont vécu du harcèlement, oui, tout à fait. Et on m'a pas aidé, et même on m'a montré du doigt en disant que j'étais une mauvaise mère. Oui. Donc aujourd'hui, avec Hugo, c'est exactement ça qu'on a créé. Une page web qui s'appelle Ensemble tous contre le harcèlement, et où à l'intérieur, on a mis les informations les plus importantes à faire en cas de harcèlement tout de suite. D'accord. Donc, évidemment, il y a les 2 numéros de téléphone, le 3020 et le 3018. Et là, en fait, j'ai mis des choses qu'il faut mettre en place tout de suite dès que votre enfant est harcelé. Ces choses-là fonctionnent. Parce qu'un jour, j'étais en rendez-vous avec une professionnelle et en fait, il y a une maman qui m'appelle et qui me dit « Est-ce que vous pouvez m'aider? Mon fils se fait harceler. » Et je lui ai dit « Écoutez, c'est simple. Par rapport à tout ce que vous me dites, vous allez faire ça, 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 ça. Par contre, il faut me faire confiance. » Elle m'a dit « Ok. » Elle a mis en place toutes les choses que je lui avais dit. Le mercredi, c'était le mercredi matin qu'elle m'appelait. Le mercredi d'après, son fils était mis en sécurité au niveau du collège avec le protocole phare. Plus de harcèlement, c'est fini. 1 semaine. D'accord. Déjà, il faut en parler. Il faut le savoir. Et qu'est-ce que tu conseillerais en fait à ces enfants et ces parents d'enfants pour en parler en fait, justement pour s'ouvrir et pour ne pas laisser passer ça? Alors, la première chose que je conseillerais aux parents, c'est si votre enfant change de comportement, alarme. Attention, c'est qu'il y a quelque chose. Tu le vois vraiment, le changement de comportement? Oui, tu le vois. Tu vois un jeune qui parle plus, et qui se referme, qui a plus trop d'appétit. Un jeune, les notes, elles chutent, il veut plus aller au collège, ou il est sur la défensive tout le temps. Et le visage, la façon de faire change. C'est qu'il y a quelque chose. À ce moment-là, ça sert à rien de l'obliger à aller voir un psy, un médecin, etc. Faut lui parler. Faut lui dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on t'a fait, est-ce qu'on t'a fait quelque chose. Et à ce moment-là, le rassurer, au maximum le rassurer et lui dire je suis là, je vais t'aider, ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. Et après, me contacter s'il y a besoin, il n'y a aucun souci, mais de le mettre en confiance pour que le jeune, à ce moment-là, sorte ce qu'il y a. Et après, le collège peut mettre en place les choses, les parents peuvent mettre en place les choses. Il y a les boîtes aux lettres papillons pour les enfants qui subissent des attouchements, disponibles dans tous les collèges, dans tous les lycées ou dans les endroits spécifiques. Ces boîtes où le jeune qui va avoir un problème et que ses parents ou quelqu'un autour de lui fait des attouchements, il va écrire, il va mettre, et à ce moment-là, si on peut le recontacter, on peut l'aider. Et en fait, le protocole phare, c'est la même chose, on va dire entre guillemets, au niveau du harcèlement. Le gamin ou le jeune qui subit du harcèlement ou qui est malmené, tout de suite, il est protégé par rapport au protocole phare. Avec tout ce que tu as entrepris, tu as reçu une médaille de l'Assemblée nationale en reconnaissance de ton travail. Pardon. Oui, félicitations. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? C'est le député du Gard qui avait entendu dire que j'avais écrit un livre, entendu dire que on avait créé une association, entendu dire tout ce que je mettais en place au niveau pour les jeunes et tout ça. Et en fait, il m'envoyait un courrier de félicitations et de bravo en disant franchement bravo pour tout ce que vous faites, etc. Je l'ai rencontré et on a échangé. Chaque fois que je mettais en place quelque chose, j'envoyais des textos, des messages. Et comme ça, ils ont vu l'évolution du moment où je les ai rencontrés jusqu'à aujourd'hui. Et un jour, c'est ce monsieur-là qui me contacte. Donc, le député du Gard fait ses vœux le 27 janvier. Et il voudrait en fait que vous veniez avec votre famille aux vœux du député. Je lui ai dit, avec plaisir, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Et il me dit, vous êtes assise? J'ai dit, oui, je suis assise. Il me dit, parce qu'en fait, ce jour-là, il a des médailles du mérite et des médailles de l'Assemblée nationale à donner, à offrir. Voilà. Et il me dit, la première personne à qui il a pensé, c'est vous. Waouh! Alors là, j'ai dit, non, mais c'est une plaisanterie. Il m'a dit, non, c'est vrai. J'ai dit, mais pourquoi cet honneur? En fait, il m'a dit, en fait, aujourd'hui, vous faites tellement de choses pour les autres, c'est gratuit.
C'est la nuit, le jour, les week-ends, tout le temps. Il a dit, vous avez aidé plus de 50 familles. Bon, aujourd'hui, j'ai dépassé le quota, mais il a dit, c'est vraiment, mais bravo. Et en fait, il aimerait vous décerner cette médaille. Et du coup, elle est magnifique, elle est sublime. Elle est comme ça. Voilà. Et normalement, ce que mon mari m'a dit, il m'a dit, normalement, tu es marqué à l'Assemblée nationale comme quoi tu as reçu le 27 janvier 2024 la médaille. Est-ce que tu as déjà pensé à faire, en dehors de ton association, des coachings par exemple? Parce que là, aujourd'hui, les gens peuvent être en mesure de se dire comment en fait, parce que tu fais ça gratuitement, Oui. comment est-ce que tu gagnes ta vie? Ah ben, avec l'association, je la gagne pas. J'en suis même à, bon, je vais pas dire le montant, mais j'en suis à beaucoup de ma poche. Mais c'est pas grave. Non, non, aujourd'hui, j'en vis pas et je veux pas en vivre. Non, c'est gratuit, ça restera gratuit. Aujourd'hui, j'ai mis les adhésions à 1 € symbolique parce que je suis obligée. Mais non. Mais aujourd'hui, par contre, il y a une personne que j'ai aidée qui a eu besoin de moi il y a quelques années et qui a accroché avec moi parce que j'ai beaucoup aidé sa fille qui était handicapée moteur. Et elle m'a dit, mais un jour, elle m'a dit, mais pourquoi Céline, tu mets pas en place quelque chose qui y ressemble, mais pour les adultes, hein. Donc, on va dire, tu aides les hommes, tu aides les femmes, tu aides les couples. Et à ce moment-là, tu peux récupérer du coaching, donc de l'argent, en auto-entreprise. Et en fait, je l'ai écouté. J'ai dit à mon mari, bah, tu sais quoi, ouais, je pense que le coaching, c'est plutôt pas mal. Et, et j'ai mis en place ça. Aujourd'hui, j'aide des hommes, j'aide des femmes, j'aide des couples, j'aide tout ce qui est sur la confiance en soi, sur l'estime. Et je suis super contente parce que je commence à mettre en place les choses, je commence à, ça y est, récupérer un petit peu d'argent et que je peux réinvestir au niveau de l'association parce que l'association, ben, ça coûte très cher. Et au niveau des objectifs et des projets, j'en ai plein dans ma tête, mais le problème, c'est que l'argent me manque. Et ben, ça peut peut-être par la suite m'aider financièrement. Pour revenir un petit peu sur l'association, j'ai créé quelque chose là, il y a quelques jours. C'est une cagnotte Litchi pour nous aider au niveau de l'association à créer les projets associatifs. En fait, j'ai envie d'acheter des livres au niveau du harcèlement. J'ai envie d'acheter des kits de harcèlement, des kits au niveau de la sexualité. J'ai envie de prendre ces jeunes et de les emmener dans les lycées, dans d'autres collèges, qu'on fasse des interventions. Et c'est vrai que c'est important. J'ai on a plein de projets, mais au niveau des budgets, ben, j'ai pas de budget en fait. Et je suis coincée. Et j'espère que cette cagnotte ben, va être partagée pour ces jeunes, pour ces familles qui ont besoin. Et je pourrais faire encore plein d'autres choses. Mais là, je suis coincée. Faire en sorte que ce soit partagé. Ouais. Et, Ouais. On va y mettre de la force. Voilà, ouais, c'est clair. Ouais. Quel est ton rêve le plus fou que tu aimerais réaliser? Faire ma radio. Oh. Ouais, faire ma radio. Là, mon émission radio pour les ados, en fait, faire comme... mais ça fait longtemps que je veux le faire. Hein. Et quand j'ai été interviewée 2 fois avec les 2 radios que j'avais eu l'occasion de discuter avec mon association, je leur avais proposé de créer une émission spéciale harcèlement, spéciale mal-être des ados, et que ça soit, on va dire, mensuel. Ou toutes les semaines, hein, le week-end, et qu'on parle et que les gens puissent interagir et discuter et qu'ils aient les conseils en direct. Ça, c'est un de mes rêves. Waouh! Voilà, ça c'est vraiment, mais je le ferai. Ça aiderait tellement les gens. Et ensuite, comme autre rêve, ben, j'aimerais retourner en Thaïlande. Ah, ça évidemment, j'aime. Mais je sais que je reviendrai. Donc ça serait beaucoup plus, voilà, ça serait mieux. Ouais. Et un autre rêve, ben, pouvoir vivre financièrement de mon coaching. Ouais. Que mon association, elle continue à aider, que mon coaching se mette en place, que ma radio se mette en place et que j'arrive à vivre et à pas me dire voilà comment on fait pour payer les factures parce que voilà, je travaille pas à part dans tout ça. Et au niveau du coaching, ça fait que quelques mois, ça va se mettre en place, mais les gens apprécient cette façon d'être que j'ai naturelle, bienveillante et cette personnalité super. Donc voilà. Bravo de ce que tu Merci. es, de ce que tu as vraiment créé Ouais. pour toutes ces familles, pour tous ces jeunes. C'est vraiment force à toi et tu iras loin en fait. J'espère que tous tes projets vont se réaliser. Merci. Je te souhaite vraiment. Et heureusement que j'ai fait une dépression. Et heureusement parce que sinon j'aurais pas eu l'idée. C'est une résilience, c'est tellement beau. Et c'est ça, c'est la Thaïlande qui m'a sauvée. Hein. Tout le départ vient de là. Il m'a manqué des choses,
Je les ai créés. Aujourd'hui, il y a d'autres choses qui se créent. Mais je suis toujours autant motivée, je suis toujours autant passionnée. Je suis toujours à fond et je le fais avec mon cœur et j'adore ce que je fais. C'est même pas du travail pour moi, c'est vraiment une passion. Ouais, c'est vraiment une passion. Ben, les gens qui font une dépression, faites comme moi en fait et vous verrez que ça vous rendra mais tellement plus fort, hein, mais tellement plus fort. Il faut arrêter de voir le négatif, il faut voir le positif à fond. Et si les gens vous donnent, si la vie vous donne une expérience de vie difficile, faut l'accueillir, faut l'avaler. Mais à un moment donné, il faut se dire que si vous vivez ça, c'est que vous devez vivre ça, parce que ça vous apportera, mais tellement plus par la suite. J'ai réussi, donc tout le monde peut réussir. Hein. Et s'ils n'y arrivent pas, qu'ils m'appellent. On a un numéro aujourd'hui à avoir dans notre portefeuille de contact. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Félicitations et bravo pour... Merci, merci. Pour tous ceux qui sont intrigués par l'histoire de Céline et recherchent du soutien, des réponses et du réconfort, je vous invite à la contacter directement ou tout simplement de découvrir son livre qui est juste extraordinaire. Vous pouvez également la suivre sur les réseaux sociaux. On vous laisse les liens dans la description. Son livre également, qui est l'histoire de sa vie. N'oubliez pas de nous donner de la force sur toutes les plateformes. Un j'aime, un like, un partage. Et surtout de vous abonner pour suivre toutes nos prochaines interviews. Et si comme Céline, vous souhaitez partager votre histoire, il vous suffit de nous envoyer un mail à l'adresse ci-dessous. Et on prendra contact avec vous. On vous dit à très bientôt dans de nouveaux épisodes avec Joyco Events. À très vite!